Bienvenue dans cette vidéo consacrée au stalinisme. Alors le stalinisme, c'est une période très longue qui part de, on va dire, 1924 à 1953. 1924, la mort de Lénine, 1953, la mort de Joseph Staline, qui va régner sur l'URSS. Alors pas dès 1924, mais à partir de 1929, c'est pour ça que vous verrez 29 dans les traces écrites. Alors on va commencer par la succession de Lénine. Souvenez-vous, Lénine, Vladimir Ilitch Ulyanov de son vrai nom, surnommé Lénine, qui était le chef et le fondateur du parti bolchevique. C'est lui qui va mener la révolution d'octobre 1917, qui va mener les communistes russes au pouvoir. Alors, que voulaient les bolcheviks, c'est-à-dire les communistes russes, les gens qui étaient du parti de Lénine? Eh bien, si on croit ce petit texte d'un théoricien du communisme qui s'appelle Boukharine, voilà ce qu'il dit. Le fondement de la société socialiste, c'est-à-dire, alors quand vous lisez socialiste ou communiste à l'époque, pour les soviétiques, pour les bolcheviks, c'est la même chose. Donc le fondement de la société socialiste ou communiste, c'est la propriété commune des moyens de production et d'échange. C'est-à-dire que les machines, les mines, la terre, le bétail sont la propriété de la société. En clair, une société communiste, dans communisme, vous entendez commun, mise en commun de tout ce qui permet de produire de la richesse. Donc la terre, les mines, les usines, les magasins, tout. En gros, tous les métiers que vous pourriez faire plus tard ou que font vos parents sont contrôlés par l'État. Cela veut dire que ce n'est pas une classe particulière qui en est propriétaire, donc propriétaire de la terre. Ce n'est pas les paysans qui possèdent la terre, les grands entrepreneurs capitalistes qui possèdent les mines ou les machines, mais tous les hommes qui constituent la société. Donc la société possède tout. C'est-à-dire la propriété individuelle, la propriété privée est supprimée. Votre ordinateur, votre téléphone avec lequel vous regardez cette vidéo, il vous appartient, mais théoriquement, parce que c'est votre propriété privée. Mais si dans le cadre d'une société communiste, ça appartiendrait à tout le monde. Dans ces conditions, la société se transforme en une immense communauté fraternelle. Et effectivement, si on possède tout, on partage, d'accord, on partage tout, donc on devient frère. Souvenez-vous, quand vous étiez petit, vous avez peut-être joué sur des jardins d'enfants. Le jardin d'enfants, il n'appartient pas à un enfant en particulier. Vous savez, les jeux publics qu'on trouve, ils appartiennent à la commune, c'est-à-dire à la collectivité, et tous les enfants peuvent y jouer ensemble. En gros, l'idée, c'est de transformer la société, pas en un immense jardin d'enfants, mais en quelque chose qui ressemblerait à ça, c'est-à-dire un endroit où vous utilisez des choses qui appartiennent à tout le monde et pas à une seule personne pour éviter l'égoïsme et l'enrichissement de certains. Ils ajoutent sans un plan général et une direction commune. Direction commune, ça veut dire s'il n'y a pas un chef, et un plan global, c'est-à-dire qu'on n'organise pas à l'avance, il n'y a pas d'organisation. L'organisation ne suffit pas, l'essentiel c'est que cette organisation soit une organisation fraternelle de tous les membres de la société. Le régime socialiste supprime l'exploitation, abolit la division de la société en classes. Il n'y a plus de riches, plus de pauvres, plus de bourgeois, plus de prolétaires. Tout le monde est égaux, égalité parfaite. On possède tout, on travaille ensemble, on est tous frères. Et le monde est merveilleux. Donc pour arriver à ce monde merveilleux, Lénine a dû s'emparer du pouvoir. Souvenez-vous, coup d'État de 1917, octobre 17. S'ensuit une terrible guerre civile qui va diviser la Russie, il faut qu'il la déchirer et faire des millions de morts. Mais à partir de 1922, les communistes sont définitivement au pouvoir en Russie. Et en 1924, Lénine meurt. Alors la question qui se pose à la mort de Lénine, c'est qui va lui succéder? Parce que autant c'était le chef incontesté des bolcheviks et de la Russie communiste, qui s'appelle désormais l'URSS, mais qui va être son successeur? Sachant que c'est pas une monarchie, et qu'il n'avait pas d'enfant en plus. Vous aviez, pour l'aider à gouverner, il y avait une espèce de gouvernement qu'on appelait le bureau politique. D'accord? C'était, on va dire, ses 7 lieutenants les plus proches, ses ministres les plus proches, ses conseillers les plus proches, ses bras droits, enfin appelez ça comme vous voulez, mais c'était les gens qui étaient autour de lui et sur qui il s'appuyait. Il s'est appuyé pendant la Révolution et pour gouverner. Alors vous en avez 7, ils figurent dans l'ordre. Vous avez Trotsky, Zinoviev, Kamenev, Staline, Rykov, Tomsky et Boukharine, l'auteur du texte qu'on a vu juste avant. Et donc, à la mort de Lénine, les membres du Politburo décident de gouverner ensemble. Comment ça va se passer? C'est simple. Quand il y a une décision à prendre, on la prend à la majorité. Ils sont 7, il faut donc 4 voix. Alors très rapidement, vous allez avoir deux... En fait, je vais simplifier énormément ce que je vais dire, parce que c'est très compliqué, et le but n'est pas de rentrer dans les détails. Je vous renverrai vers une vidéo qui vous explique ce qui s'est passé à cette époque-là en détail, mais en gros, retenez la chose suivante. À partir de 1924 à 1927, Staline, que vous voyez ici, va éliminer Trotsky, qui était son principal rival, d'accord? Et à partir de 1929,
d'accord, Staline est le chef absolu de l'URSS. En gros, ce qu'il va faire, c'est qu'il va s'appuyer sur les. Staline va s'appuyer sur les uns et sur les autres pour éliminer petit à petit Trotsky et tous ses rivaux. Et en 5 ans, Staline va s'emparer du pouvoir, prendre le contrôle du Politburo en remplaçant tous ces hommes-là par des gens qui étaient à sa botte, quoi, qu'il suivait, et il va devenir chef incontesté de l'URSS. Ce qui fait que Karl Marx et Friedrich Engels, qui étaient les théoriciens du communiste, Lénine, qui a fait la révolution russe, eh bien, verront, nous dit cette affiche de propagande, le communisme réalisé par Staline, qui s'inscrit là-dedans comme l'héritier naturel de Lénine. Bon, il s'est imposé au pouvoir, hein, il a manœuvré, il a été très habile politiquement. Je rentre pas dans les détails, je vous mets un lien vers une vidéo si ça vous intéresse. Retenez simplement qu'entre 24 et 29, Staline élimine tous ses rivaux, Trotsky, Zinoviev et Kamenev, et qui s'impose en 29 comme chef incontesté de l'URSS. Trotsky, il avait été exclu du parti et puis il sera finalement chassé du RSS. Il sera assassiné plus tard par un agent de Staline au Mexique, mais c'est une toute autre histoire. Alors Staline est au pouvoir en 29, donc vous noterez cette trace écrite. Staline est au pouvoir en 29 et maintenant on va voir ce qu'il va faire pour réaliser le communisme. Sachant que comprenez bien la situation de la Russie en 1929, on a un pays gigantesque, d'accord, peuplé par des centaines de millions d'habitants, mais que le parti communiste le contrôle, d'accord, mais il ne le contrôle pas totalement. Vous avez des secteurs entiers de la société qui échappent au contrôle du parti, et on est loin d'avoir supprimé toute la propriété privée, et on est loin d'avoir réalisé le communisme. Donc, pour ça, Staline va dire, allez, maintenant, on crée l'utopie, c'est-à-dire le paradis sur Terre, on réalise le communisme. Pour ça, il va mettre en place ce qu'on appelle des plans quinquennaux. Alors quinquennal, vous avez peut-être entendu parler du quinquennat du président. Le quinquennat, vous voyez, c'est 5. D'accord ? Un plan quinquennal, c'est un plan en 5 ans. C'est-à-dire que l'État dit, voilà, en 5 ans, on fait ça. Si vous avez un quinquennat, c'est que vous êtes élu pour 5 ans. D'accord ? Quinquennal, c'est une période de 5 ans. Par rapport à décennal, par exemple, qui est 10 ans. Alors il va mettre en place un premier plan qu'on appelle le premier plan quinquennal dès 1929 et il va dire voilà, notre problème est le suivant. On n'a pas d'industrie et on a une paysannerie, c'est-à-dire un monde agricole qui est incroyablement en retard parce qu'il n'est pas du tout moderne. En gros, l'agriculture de la Russie en 1929, c'est la même qu'elle était au XVIIIe siècle ou au début du XIXe siècle. Elle n'a pas du tout fait sa révolution industrielle. On a des millions de paysans qui travaillent la terre à la main. Staline dit il faut moderniser l'agriculture et créer une industrie moderne. Ce qu'on appelle la mécanisation. Mécaniser les campagnes, c'est-à-dire remplacer les hommes par des machines. Alors quels sont les objectifs de ça, ce qu'il a appelé le grand tournant? C'est simple, transformer l'URSS en un pays agraire, c'est-à-dire rural et débile. Débile, c'est-à-dire qu'il ne produit pas grand-chose. En un pays industriel et puissant, d'accord, capable de faire face au reste du monde. En gros, c'est simple, hein, il veut passer d'un pays très en retard à l'équivalent des États-Unis de l'époque. Et ceci en 5 ans. Vaste tâche, donc il s'agit de créer des transports, une agriculture moderne, etc. Le tout en collectivisant, c'est-à-dire en supprimant la propriété privée et en regroupant tout le monde, en mettant toute la société au travail dans une direction. Alors comment ça se passe ? Les structures agricoles, le monde paysan russe, il ressemblait à ça avant 1920. Les paysans possédaient leurs terres qu'ils avaient récupérées lors de la révolution russe. Et chacun avait sa ferme et travaillait ses terres. Comme en France, hein, comme dans tous les pays occidentaux, le paysan. Puis vous aviez des prairies collectives pour faire paître les vaches, mais autrement, les paysans avaient leurs terres. Bon, Staline, vous voyez ici, on va dire après 17, les paysans avaient leurs terres. Et après les années 30, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, Staline prend toutes les terres qui appartenaient aux paysans et dit voilà, vous donnez vos terres à l'État. Et désormais, vous allez aller travailler dans ce qu'on appelle des fermes collectives, qu'on appelle des kolkhozes, ou des sovkhozes, c'est un autre terme ici. Mais en gros, vous donnez vos terres à l'État, vous travaillez tous ensemble, l'État prend le contrôle de toutes les terres, on vous laisse quelques petits lopins individuels des jardins pour vous, si vous voulez, mais toute votre production eh bien, elle va être contrôlée par l'État, et on vous réunit dans des grandes fermes collectives modernes qui s'appellent les kolkhozes. Qu'est-ce que vous allez faire dans ces kolkhozes ? C'est simple, vous allez produire du blé avec des techniques modernes. L'État va vous acheter le blé, d'accord ? L'État vous achète le blé et il va le revendre dans les villes. Il va le revendre pour nourrir les populations des villes. En revendant le blé qui a été produit dans les kolkhozes, il va pouvoir acheter des machines et donc il va pouvoir créer des industries. Donc, c'est très simple. L'État achète le blé, il le revend. Le blé et les produits agricoles, hein, d'accord ?
il le revend, et ensuite, avec l'argent qu'il a fait, les bénéfices, ça lui permet de financer l'industrialisation, donc la création d'une industrie moderne en URSS. Donc vous voyez, sur ces belles photographies de propagande, on voit des paysans avec des tracteurs modernes à l'époque, ils n'avaient pas de tracteurs avant. Ils ont des tracteurs. Ces tracteurs, ils sont construits comment? Dans les usines qu'a fait créer Staline. Et grâce à ça, les paysans travaillent mieux, ils produisent plus. Comme ils produisent plus, on peut vendre plus de blé, de lait, etc. Donc on peut acheter plus de machines, faire plus d'usines et moderniser le pays. Et vous voyez ici sur ces belles photos, ces paysans heureux de rejoindre ces kolkhozes, c'est-à-dire ces fermes collectives, et de travailler pour l'État et d'avoir donné leurs terres à la société et contribuer à la réalisation du socialisme. Vous voyez ici, c'est dit que le tracteur écrase des paysans en bleu qui n'ont pas l'air d'accord, et on verra ça un peu après. Grâce à la vente de ces produits agricoles, l'État construit de gigantesques usines, des centres industriels énormes, et en 4 ans, parce qu'effectivement, j'avais dit 5 ans avant, mais Staline va dire 5 ans, c'est trop long, le premier plan quinquennal on fera en 4 ans, c'est pour ça que dès 1932, les objectifs du plan seront atteints. Il y aura un autre plan quinquennal jusqu'en 1937 pour continuer à industrialiser le pays. Et qu'est-ce qui se passe? En moins de 10 ans, l'Union soviétique est devenue une puissance industrielle. D'accord? On a créé des industries capables de créer des millions de tonnes d'acier. Ils fabriquent des chars, des tracteurs, des camions, des locomotives, des rails. Bref, tout ce qu'on appelle l'industrie lourde. L'industrie lourde, c'est ce qui crée des grosses machines. C'est pas l'industrie des biens. C'est-à-dire, ça vous produit pas des tables, des chaises ou des fourchettes, mais ça vous fait plutôt de gigantesques machines. Si vous regardez ces chiffres, vous voyez qu'avant le plan quinquennal, on a 4% des terres qui appartiennent à l'État. À la fin du premier plan, on a 80%, 78-80% des terres. Et 10 ans plus tard, d'accord, en 1937, quasiment toutes les terres appartiennent à l'État. La production de céréales a augmenté, quoique là, elle est un peu baissée. On verra après ce que ça veut dire. Et par contre, dans les mines et les industries, la production de charbon elle est multipliée par 4, la production d'électricité est multipliée par 7, la production d'acier elle est multipliée par 4. Bref, l'URSS est devenu un géant industriel. On a poussé toute la population à suivre l'exemple d'un mineur qui s'appelait Stakhanov, qui aurait fait 14 fois ce qu'on lui demandait en termes de travail. Imaginez, il était tellement motivé à l'idée de créer le socialisme et de sortir des tonnes et des tonnes de charbon des mines qu'il a explosé les quotas. Donc il est donné en exemple, et dans toute l'Union soviétique, on pousse la population à se dépasser au travail et à faire plus, toujours plus, toujours plus, pour réaliser le communisme et l'industrialisation de la société. Alors la propagande vous vante effectivement des réalisations spectaculaires. On a sorti des grands complexes sidérurgiques, donc des complexes d'acier, il y a des centaines de mines qui ont été créées. On a créé des villes nouvelles pour loger les millions de paysans qui quittaient les campagnes pour aller être embauchés dans les mines et les usines. Bref, le pays se développe et en quelques années, on a créé des dizaines de nouveaux centres industriels. On a sorti des mines partout, notamment dans les régions inhospitalières de Sibérie. Alors là, je peux vous dire que vous êtes au cercle polaire, il fait froid. Et bien même là, on a été chercher les minerais qui s'y trouvaient. On a contribué, on a terminé de construire le transsibérien. On a sorti des centrales, des centrales hydroélectriques. On a créé des canaux. Bref, le pays est modernisé. Alors cette modernisation, on vous la présente dans la propagande russe comme étant encouragée, voulue, souhaitée, désirée par le peuple qui tout entier, comme un seul homme, a donné ses terres, est allé travailler dans les mines et les usines, etc. Il est tellement motivé ce peuple que vous voyez le premier plan quinquennal qui devait être réalisé en 5 ans, finalement la propagande dira non, 2 plus 2 égale 5, c'est-à-dire en 4 ans on atteindra les objectifs. Et dès 32, on a des affiches qui nous montrent des méchants capitalistes qui rigolaient en disant n'importe quoi, vous industrialisez en 5 ans. Et 5 ans après, grâce à l'émulation socialiste, c'est-à-dire la volonté, le dynamisme, la motivation de tous les socialistes et du peuple russe, le plan est réalisé et le capitaliste en a pour ses affaires. Alors voilà le bilan des plans quinquennaux. Premier plan, vous voyez clairement la production d'électricité a explosé, c'est-à-dire qu'elle a été multipliée par 10. On a construit des usines, des usines électriques, donc des centrales, des barrages partout. Production d'acier, elle a été multipliée par 4, elle a explosé aussi. Production de charbon. Donc clairement, l'industrialisation, c'est une énorme réussite.
l'Union soviétique est devenue une gigantesque puissance industrielle. Par contre, si vous regardez au niveau de la production agricole, eh ben c'est pas ça. La production agricole, elle baisse et puis après elle stagne. Ce qui veut dire que la collectivisation dans les campagnes et la création des kolkhozes, des fermes collectives, n'a pas du tout rempli ses objectifs. Normalement, ces deux courbes-là, les courbes de nourriture, auraient dû suivre les courbes d'électricité, puisque comme on allait produire plus de nourriture, on allait pouvoir vendre cette nourriture pour acheter ces machines. Alors si vous comprenez le problème, vous devez vous dire, comment ça se fait qu'ils ont réussi à acheter des machines s'ils n'ont pas produit plus de céréales et de bovins? Eh bien c'est très simple. À partir de 1929 à 1932-33, il s'est passé un drame absolument monstrueux dans les campagnes russes. C'est-à-dire que les paysans russes, alors vous voyez, c'est simple, en 1928, vous voyez tout ça, c'est la part de paysans russes. C'est les paysans individuels. Bon, eh bien vous en avez une partie qui a été envoyée travailler dans les villes et qui est devenue ouvrier, et l'autre qui a dû aller travailler dans les kolkhozes, donc qui a donné sa terre, et qui est parti travailler dans les fermes collectives. Bon, il est évident que tous ces paysans que vous voyez là n'avaient pas envie de donner leur terre à l'État, parce que l'État leur a pris leur terre et leur récolte, d'accord? Ils n'avaient pas envie de donner leur terre pour devenir esclaves de l'État et travailler dans des fermes collectives, ou d'aller travailler dans des mines et des usines. Ils voulaient simplement continuer à vivre leur vie de paysans. Alors qu'est-ce qui s'est passé? C'est très simple. Là, vous voyez la gigantesque urbanisation qui a eu lieu. Ces villes-là qu'on va construire, ça correspond au fait que la population d'ouvriers, la population urbaine, est multipliée par 3 ou 4 en quelques années. Donc on construit des villes et on loge les gens. Et derrière le grand paradis qu'on vous présente, la réalité, elle est tout autre. C'est-à-dire que, eh bien, les paysans russes ont largement refusé de donner leur terre. Alors qu'a fait le pouvoir? Mais il leur a tout pris. Et il s'est mis à appeler tous les paysans qui ne voulaient pas donner leur terre à l'État, qui ne voulaient pas être dépouillés et volés. Il les a appelés koulaks, ça veut dire parasites, profiteurs. Et donc il a organisé une gigantesque campagne de ce qu'on appelait la dékoulakisation. C'est simple, on a envoyé des militants communistes qui venaient des villes, arriver dans les campagnes, prendre toutes leurs récoltes aux paysans. D'accord? Vous voyez sur cette photo des gens qui sont en train de leur piquer ce qu'ils ont planqué en termes de pommes de terre, leurs sacs de blé. Bref, tout ce qu'ils avaient gardé pour eux et se nourrir, parce qu'ils ne voulaient pas tout donner à l'État, parce qu'ils considéraient qu'ils devaient garder le fruit de leur travail. Bref, on leur a pris tout ce qu'ils avaient à manger. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, vous avez 6 à 8 millions de personnes qui sont mortes de faim dans les campagnes en Ukraine, qui ont essayé de fuir dans les villes où ça leur a été interdit, et pour les autres qui sont restés mourir dans les campagnes parce que l'État leur a absolument tout piqué. Et ceux qui ont survécu ont été envoyés de force dans les villes ou dans les kolkhozes. Alors, quel a été l'instrument de cette répression gigantesque qui a coûté la vie à des millions d'hommes qui ne voulaient pas donner leur terre à l'État, donc qui ne voulaient pas de la collectivisation? Eh bien, l'instrument de cette politique, ce sont ces hommes. Ces hommes, je ne connais pas leur prénom, mais de par leur uniforme, ils appartiennent à ce qu'on appelle la Tchéka. Et la Tchéka, c'est la police politique. Alors à l'époque, elle va changer de nom rapidement. On va l'appeler GPU, NKVD, peu importe. La police politique, c'est quoi? C'est la police qui est chargée d'exécuter tous les gens qui refusent de faire ce que veut le pouvoir, c'est-à-dire de faire ce que veut Staline. Et ces hommes, ils vont aller dans les campagnes, ils vont fusiller plus de 200 000 paysans, ils vont en déporter plus de 10 millions, ils en laisseront mourir de faim 6 à 8 millions, et ils vont détruire la paysannerie russe en lui disant, si tu refuses la collectivisation, tu dois simplement mourir. Et dans toute la Russie, à partir des années 20-30, et principalement de l'arrivée au pouvoir de Staline, la police politique va se mettre à traquer, arrêter, fusiller tous les gens qui refusent de suivre les ordres de Staline. Parce que l'industrialisation, si je vous ai montré des chiffres spectaculaires de la production d'électricité, de charbon et d'acier, en réalité, c'est pas du tout un grand succès. Certes, on va produire plus, mais que de l'industrie lourde. Autrement, on n'a pas augmenté la production agricole, ce qui veut dire que les gens meurent de faim. Les gens n'ont pas assez. De plus, pour produire autant d'acier, de charbon, etc., on a fait travailler les gens 12, 14, 16 heures par jour, dans des conditions absolument abominables. Les camps qui étaient en Sibérie, souvenez-vous, au cercle polaire, là, sur la carte, vous pourrez regarder à nouveau, ce sont des camps de travail. Des camps de travail où on a déporté des millions de Russes pour les forcer. En gros, on les réduit en esclavage pour leur faire défricher des forêts, pour avoir du bois, exploiter des mines dans des régions qui sont gelées toute l'année,
Bref, Staline réduit en partie, réduit en esclavage une grande partie de la population. Tous ceux qui refusent sont fusillés, les autres sont déportés. Ils travaillent gratuitement dans des camps où ils mourront de faim, de froid pour beaucoup. Pourquoi? Pour avoir les matières premières qui permettent cette industrialisation. Vous voyez ici des millions de ces hommes, qu'on appelait les Zèques, qui étaient ces déportés, qui n'avaient rien fait de mal, simplement qui avaient été arrêtés par le pouvoir et la police politique, envoyés dans des villes, envoyés dans des mines et en Sibérie pour travailler dans des conditions absolument inhumaines et réaliser ce plan. Eh bien, l'ensemble de ces camps de travail qui accompagnent la collectivisation, c'est ce qu'on appelle le goulag. Alors le goulag, vous voyez cette carte, chaque point rouge, c'est un camp isolé, c'est simple. C'est un camp, on a besoin de creuser un canal quelque part, on a besoin de défricher une forêt, de construire une usine, une mine. Eh ben, on envoie des milliers d'hommes, on leur dit vous arrivez là, vous travaillez gratuitement, et en fait on fait travailler des prisonniers dans toute l'Union soviétique pour qu'ils construisent les centres industriels, les mines, etc., etc. Donc vous voyez les canaux qui ont été construits, ça a été par des détenus à travers des montagnes de granit, dans des dizaines et des centaines de milliers de gens mourront de faim, d'épuisement ou abattus par la police politique pour avoir travaillé dans ces camps à ces conditions inhumaines. Et toutes les régions minières qui sont là, c'est simple, c'est des régions qui sont invivables. Il fait moins 20, moins 30, l'hiver moins 40. On envoie les hommes, on les force à y travailler. Donc il faut comprendre que derrière l'industrialisation et le rêve de communauté fraternelle, vous avez en réalité une répression gigantesque qui se met en place parce que les Russes ne veulent pas du tout la fin de la propriété privée, ils veulent qu'on les laisse vivre libres et ils ne veulent pas du communisme et pour ça ils seront effectivement réduits en esclavage par l'État. Autre phénomène de répression qui se passe à cette époque, c'est ce qu'on appelle la Grande Terreur. Alors, la Grande Terreur, c'est simple. Bon, Staline va liquider entre 32 et 33 les paysans la paysannerie russe en lui prenant toutes ses terres, il en fera mourir des millions. Les autres seront déportés au goulag ou alors iront dans les villes pour être ouvriers et travailler dans les mines. Toutefois, le régime ne se suffit pas de ça. Il n'a pas besoin d'arrêter simplement des gens qui ne sont pas d'accord avec lui. Il faut qu'il arrête n'importe qui, n'importe quand, pour terroriser la population. Et en 37-38, à partir de juillet 37, le directeur du NKVD, donc la police politique, s'appelle Nikolai Yezhov, donne un ordre, il dit voilà, j'ordonne de commencer l'opération de répression des ex-koulaks, donc tous les paysans, même 5 ans après, qui avaient refusé de donner leur terre, et tous les éléments anti-soviétiques. Ils seront divisés en 2 catégories. Les plus actifs, ils doivent être arrêtés et fusillés. Les moins actifs, ils doivent être enfermés dans un camp de travail. Alors je traduis ce que ça veut dire. Ça signifie très simplement que vous avez le gouvernement qui dit voilà, on va arrêter des millions de gens, on ne sait pas qui, mais vous trouverez des éléments anti-soviétiques, trouvez-les, inventez-les s'il le faut, et vous allez en exécuter 700 000 et vous en déporterez 2 millions dans des camps de travail. On prend au hasard n'importe qui, n'importe quand, les gens disparaissent, sont arrêtés, les familles n'ont aucune nouvelle. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Pour terroriser la population qui ne pense pas à se relever, à se révolter. Parallèlement à ça, on va organiser des procès à grand spectacle qu'on appelle les procès de Moscou. Alors c'est simple, en 37-38, Staline fait arrêter tous les anciens compagnons de Lénine. Vous vous souvenez le Politburo là? Bon, Trotsky il est parti, mais les autres sont encore en URSS. Et bien ceux-là et tous les gens qui ont connu la révolution russe, les vieux bolcheviks, ils seront arrêtés et on va organiser des faux procès où ils seront torturés et on leur reprochera des trucs délirants, notamment d'avoir comploté contre Staline ou contre le communisme. Bref, tout si la vie n'est pas merveilleuse en URSS, c'est leur faute. Et on organise des campagnes de haine qui terroriseront absolument la population et on donnera ces gens-là en bouc émissaire. Alors, je vous mettrai des liens vers tout ça, vers des documentaires d'époque, pour que vous puissiez un petit peu approfondir. Mais en gros, retenez qu'on va juger et éliminer tous les anciens bolcheviks et qu'à partir de 1937, la population soviétique vit dans la terreur, la police politique arrête, torture, déporte n'importe qui, et tous les gens qui ont connu Lénine et qui avaient fait la révolution, qui auraient pu dire Staline se trompe et si on fait il réalise pas ce que veut Lénine. Bref, les gens qui avaient la légitimité pour contester Staline ont été éliminés. Alors le bilan de tout ça, collectivisation, c'est 2 millions de paysans déportés, 2 à 300 000 qui vont mourir en déportation, et les grandes famines de 32-33, c'est 6 à 8 millions de morts. Le goulag, c'est plus de 7 millions de personnes qui sont envoyées dans des camps. Entre 34 et 41,
La police politique arrête n'importe qui et on envoie les gens parce qu'on a besoin de main-d'œuvre gratuite. Plus de 400 000 personnes qui en mourront. Lors de la Grande Terreur, le moment où la police politique se met à arrêter, on va condamner 1,6 million de personnes. On va en fusiller à peu près 700 000. Alors on va fusiller des gens du Parti communiste, de l'armée. On va fusiller n'importe qui pour que personne, des gens qui sont, pardon, n'importe qui dans les gens qui sont communistes ou militaires. Pourquoi? Parce qu'il faut que personne se sente à l'abri et que la population soit totalement terrorisée et obéisse au doigt et à l'œil à Staline et au pouvoir. Alors vous voyez, la fin de cette grande terreur et de ces années 30 et de cette violence incroyable qui s'exerce sur la société soviétique, ça se voit à travers cette photo. Ce type-là, c'est Yezhov. Yezhov, c'était le bras droit de Staline, le chef du NKVD, un type absolument monstrueux. C'est lui qui avait lancé la grande terreur, fait arrêter, fusiller des centaines de millions de personnes, des centaines de milliers de personnes, fusillées et déporter des millions. Eh bien, il va lui-même être arrêté en fin 1938, début 1939. Il est arrêté, fusillé, comme étant lui aussi un élément anti-soviétique. Et Staline le fera gommer de toutes les photos. Et en fait, tous les gens qui vont s'opposer à Staline et que Staline fera arrêter dans les années 30 et exécuter, eh bien progressivement, ils seront supprimés des photos. C'est-à-dire que dans toutes les photos officielles, ou ici vous voyez une photo du Politburo en 1924, je crois, eh bien tous ces gens-là vont être assassinés lors des procès de Moscou ou durant la Grande Terreur. Et lorsqu'on republiera ces photos, eh bien on éliminera ceux qui ont disparu. Ce qui fait qu'à la fin, Staline, vous comprenez, on réécrit le passé pour montrer que seul Staline a existé. Voilà le régime soviétique dans sa violence et sa brutalité. Fin des années 30, on a un régime totalitaire qui s'est mis en place, c'est-à-dire que Staline contrôle littéralement toute la société. D'accord? Le parti, lui, est à sa botte, la population est soumise et il règne par la terreur, et il impose le communisme et la volonté de Lénine, comme le montre cette affiche de propagande. À côté de ça, comme dans le régime fasciste et comme dans tous les régimes totalitaires, c'est-à-dire totalitaires, rappelez-vous, qui contrôlent toute la société, eh bien on organisera des défilés en permanence et la jeunesse manifestera son amour de Staline, de Lénine. Tous les jeunes sont intégrés de force dans ce qu'on appelle les komsomol, les jeunesses soviétiques, où on leur apprend à adorer Staline, donc on a un culte du chef qui se met en place, et tous les ans, on fera des grands défilés dans l'Union soviétique pour célébrer la vie belle. Vous avez vu ce que c'était que la vie belle en Union soviétique. Et les réalisations du génial Staline. Et le peuple sera obligé de lui témoigner de son amour absolu. Donc voilà une trace qui résume, trace écrite qui résume un peu tout ce que je vous ai dit. Voilà, je vous laisse la lire, la noter. Je mettrai des liens vers des documentaires pour approfondir tout ça. Je sais que c'est assez compliqué, il y a beaucoup de choses. Prenez le temps de revoir la vidéo, de regarder les documentaires, ça vous permettra de digérer tout ça. Je vous remercie.